Depuis 3 mois, il gère la crise sanitaire devant et derrière les caméras. Depuis 3 mois, il voit les chiffres du Québec empirer. Le Québec qui affiche d'ailleurs la triste 3e place du palmarès des pires pays de la planète. François Legault estime que les lacunes des centres pour personnes âgées étaient trop grandes pour éviter le pire. Il ne croit pas qu'un autre plan aurait pu être mis en œuvre. Pas en tout cas à partir de la mi-mars, il était trop tard, dit-il. Mais on verra, il y aura une commission d'enquête technique et des changements dans la structure des CHSLD. Il reconnaît s'être retrouvé bien seul au sommet. J'ai rencontré M. Legault là où il donne ses points de presse à Montréal. M. Legault, bonjour. Bonjour, M. Roy. On est sur la scène où vous tenez ces points de presse à Montréal. Et vous avez encore dit aujourd'hui à quel point on avait perdu une partie de cette bataille-là. Parce que c'est la catastrophe, les CHSLD. À quel moment vous vous êtes dit on est en train vraiment de perdre le contrôle? Est-ce que c'est Aaron qui a été le point tournant un petit peu avant? Presque dès le début, parce qu'on avait quand même à chaque jour des rapports sur les décès. Et puis, on a commencé à voir, les décès étaient très concentrés d'abord à Montréal, dans certains CHSLD, dans la Naudière, la Valtrie, ensuite en Estrie, mais c'était tout dans des CHSLD, les premiers décès. Là. Et quand Dr Arruda, le 9 mars, il réunit, il y a une réunion au sommet avec vous, il vous convainc de fermer le Québec. À ce moment-là, le 9 mars, à peu près. Là. Pas le 9 mars. Le 9 mars, il a dit qu'il va falloir commencer à prendre des mesures, donc arrêter de se donner la main, être prudent dans les regroupements. Mais ça a pris quand même, je dirais, une semaine avant que le Dr Arruda vienne à nous dire, là, il faudrait peut-être fermer les entreprises. Il était même prêt à prendre 2-3 jours pour le faire, mais moi, tout de suite, j'ai dit, là, on parle de vie humaine. Même si on n'a pas la liste des services essentiels, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'était à peu près comme une semaine plus tard. Parce que votre côté pragmatique dont vous parlez souvent, au début, vous vous êtes dit, faut pas, passez-moi l'expression, il ne faut pas niaiser. Là. Oui, absolument. C'est sûr qu'en politique, les gens aux communications aiment bien que tout soit préparé, qu'on ait une question-réponse, quels commerces vont être fermés, quels sont ceux qui ne sont pas fermés. Il aurait voulu prendre quelques jours. Mais moi, tout de suite, j'ai dit non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et puis, j'étais peut-être un peu seul de mon camp quand j'ai pris cette décision-là. Vous étiez seul. Les gens vous disaient... Prenons quelques jours. Ouais. OK. Puis pourquoi vous vouliez y aller absolument? Parce que je voyais que je lisais un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde, puis je voyais qu'il y avait des décès. Puis on se disait, là, il faut absolument éviter la propagation de ce virus-là. Puis la seule façon, c'est que les gens restent chez eux. Mais vous avez dit vous-même, d'ailleurs, très tôt, dans la crise, le 11 mars, vous avez dit la pire chose qui pourrait arriver, c'est que le virus se propage dans les centres. À ce moment-là, le 11 mars, il était où le plan? Ouais. Sachant qu'il manquait du monde, parce qu'on savait qu'il manquait du monde. Ouais. Il était où le plan pour protéger nos vieux? Bon, à l'époque, tout de suite au début, on a dit toutes les personnes qui ont des symptômes, que ce soit des visiteurs ou des employés, doivent rester chez eux. Mais là, on s'est rendu compte, après quelques semaines, que même les personnes qui n'avaient pas de symptômes pouvaient transmettre le virus. Puis là, on s'est rendu compte, puis il était trop tard, dans les premières semaines, les visiteurs, les employés ont répandu le virus dans des centaines de CHSLD. Oui, mais vous n'aviez pas autour du 9, 10, 11, 12, 13 mars quelqu'un qui a levé la main en réunion autour de vous en disant « On n'est pas équipé dans les CHSLD, on sait qu'il manque du monde, donc... » envoyons des gens des hôpitaux, envoyons des gens, je ne sais pas, plan d'urgence pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de morts. Bien, on regardait ce qui s'est passé en Italie, en France, à New York. Partout, il y avait le même problème, c'est qu'il manquait de lits. Donc, les gens qui étaient atteints de la COVID, puis qui avaient des conséquences graves, incluant les personnes dans les centres de soins de longue durée, bien, on les amène à l'hôpital, mais là, il fallait libérer des lits. On a libéré 7000 lits. Donc, on était prêt dans les hôpitaux, même à prendre ceux
qui venaient des CHSLD. Donc, c'était ça la priorité, parce qu'ailleurs, on choisissait qui est traité, qui n'est pas traité, qui a le droit à un ventilateur, qui n'a pas le droit à un ventilateur. Donc, nous, on voulait être certain d'accueillir tout le monde dans nos hôpitaux. Mais avec le recul, est-ce qu'il n'aurait pas fallu transférer beaucoup plus de ces résidents-là dans les hôpitaux, mieux les protéger, avoir du personnel dans les hôpitaux qui étaient là, alors qu'ils n'étaient pas là dans les centres pour vieux? Bien, en même temps, les centres pour les personnes âgées, là, si on prend les CHSLD, RPA et ressources intermédiaires, il y avait 220 000 personnes. Donc, on ne peut pas prendre 220 000 personnes puis les mettre dans nos 7 000 lits qu'on avait libérés dans les urgences des hôpitaux, là. Donc, c'était pas possible de le faire. Mais au fur et à mesure qu'il y en avait qui étaient malades, on les transférait. Mais là, ça s'est propagé là, à une vitesse incroyable. En quelques semaines, on avait des milliers de résidents qui étaient infectés. Donc, à ce moment-ci, vous ne voyez pas ce que vous, des sous-ministres, des ministres auraient pu faire différemment pour sauver des vies dans les CHSLD? Bien, si on avait eu... Parce qu'il nous manquait 10 000 employés dans les CHSLD, puis la moitié des employés étaient à temps partiel, puis travaillaient dans 2, 3, 4 CHSLD. Donc, ce qui est arrivé, c'est quand il y avait un employé qui était infecté, il allait infecter des gens dans 3, 4 CHSLD. Donc, c'est sûr que si, puis là, on est en train de se préparer, si on avait eu juste des employés à temps plein, bien, on aurait pu aussi, là, je voyais beaucoup de personnes qui disaient qu'il faut absolument que ce ne soit pas les mêmes personnes dans les zones chaudes que dans les zones froides. Mais on disait, oui, mais on n'a pas de personnel. C'est là que j'ai commencé à faire appel à tous les volontaires, puis on a recruté 10 000 personnes qui n'avaient pas de formation, mais au moins qui sont venues s'occuper des résidents. Quand vous êtes aperçu que non seulement ils mouraient, parce que c'est une chose, puis on l'a beaucoup dit dans nos émissions, ça tue les personnes âgées d'abord, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand vous êtes aperçu qu'en plus, ils mouraient dans certains cas déshydratés, sans personne pour leur parler, esselés dans les chambres, on s'imagine là, des corridors vides. Imaginez-vous votre mère là-dedans. Moi, en tout cas, mon père, je pense que j'aurais défoncé à la porte, j'aurais allé le chercher. Alors ça c'est l'horreur. Oui, mais là, il est arrivé deux choses. Il est arrivé d'abord, il manquait déjà 10 000 personnes. Puis ça n'a pas été long qu'il y en a eu un autre 10 000, soit qui étaient infectés, les employés qui étaient infectés, soit qui avaient peur d'être infectés. Là, donc, il était rendu qu'il nous en manquait 20 000. Puis là, bien, on était dans une situation où, en plus, on ne savait pas trop si on devait accepter les proches aidants ou non. Parce que moi, je parlais avec des directeurs généraux de centres qui me disaient, « Monsieur Legault, arrêtez la visite, là, parce que les visiteurs, incluant les proches aidants, viennent infecter les résidents. Donc, fermez les visites. » Mais là, en même temps, fermer la porte à un proche aidant qui vient nourrir son père ou sa mère, c'est cruel. Donc, à un moment donné, dès qu'on a pensé que c'était possible de réouvrir, on a réouvert, puis là, on a commencé à leur donner des masques, puis à dire, bien là, même si vous avez des symptômes, venez vous occuper avec nous autres, puis avec les volontaires qu'on a mis en place, des personnes aînées. Mais c'est ce que vous avez vous-même qualifié de gênant pour le Québec. Totalement. Moi, j'ai ma mère de 91 ans qui est encore à la maison. Puis je me disais, imaginez-vous si demain matin, ma mère serait dans un centre comme ça, et puis qu'on n'avait même pas de personnel pour les nourrir, leur donner à boire, parce que, on a fait l'erreur, tout le monde ensemble, qu'il manquait 10 000 personnes. Puis en plus, ça en a ajouté un autre 10 000 employés qui ont quitté, soit parce qu'ils étaient malades ou ils avaient peur d'attraper la COVID. Fait que là, il nous manquait de personnel. C'est pour ça aussi, on a beaucoup parlé des directives qui n'étaient pas suivies. Il y a des directeurs généraux qui ont décidé, malgré la directive, de quand même laisser des employés qui avaient des symptômes, de quand même laisser entrer des visiteurs, parce qu'ils se disaient, c'est mieux, eux autres, que pas personne pour nourrir ou pour faire boire. OK. Donc, pas de regret en disant, j'aurais dû le 9, 10, 11, 12 mars faire ceci, cela. Oui, j'ai un gros regret. On savait qu'il manquait de monde dans les CHSLD. On a augmenté les budgets de façon importante quand je suis arrivé il y a 1 an et demi. Mais ces budgets-là n'ont jamais été dépensés parce que les postes ont été affichés puis n'ont pas été comblés. Okay. Et on se disait, on va négocier des augmentations de salaire au mois de mars 2020, au renouvellement de la convention collective.
Mais moi, le regret que j'ai, c'est qu'on aurait dû augmenter les salaires beaucoup plus vite, comme on le fait avec les primes, là. Commission technique, est-ce que c'est ça? Vous privilégiez une commission technique, un peu comme après les inondations, là, la commission Nicolet, une commission qui ne prendra pas 4 ans. Bien, c'est ça. Là. Moi, on essaie de trouver une formule où on va aller au fond des choses, mais que ça ne prendra pas trop de temps pour qu'on puisse corriger la situation. Bon, déjà, on sait qu'il y a un problème de personnel. Donc, les 10 000 personnes qui commencent cette semaine leur formation vont être disponibles le 15 septembre. Donc, ça va aider. L'autre chose qu'il faut faire, bon, je ne veux pas revenir sur le projet de loi 61, là, mais il faut rénover nos CHSLD. Il faut bâtir des nouveaux CHSLD qu'on va appeler des maisons des aînés. Actuellement, encore aujourd'hui, on a des CHSLD où il y a 2, 3, 4 patients dans la même chambre, où il y a des petites chambres, où il n'y a pas de place pour faire des zones chaudes. Ça, là, il faut agir, puis ça presse. Pour l'automne, sommes-nous prêts à la deuxième vague? Bien, on va être prêts avec le personnel. On va être prêts avec le personnel parce que les 10 000 employés qu'on est en train de former vont être prêts le 15 septembre. Puis les masques, parce qu'en janvier, beaucoup de gens vous ont dit, vous auriez dû en commander en janvier des masques au Québec. Là, ça, c'est faux. Ah. Parce que on n'a jamais manqué de masques. Moi, chaque matin, je regardais masques N95, masques chirurgicaux, blouses, gants. On a pour combien de jours? On n'a jamais manqué. On n'a jamais manqué. Mais à un moment donné, on en avait pour même pas une semaine. Ouais, mais quand le premier ministre puis on avait un plan B pour au cas où. Les gens les mettaient dans des coffres fermés. Bien, on s'est fait voler des masques. Écoutez, vous l'avez vu, à la grandeur de la planète, tout le monde cherchait des masques. Ça avait comme multiplié par 10 le prix des masques. Mais là, il y en a assez pour l'automne. Mais là, il y en a assez pour l'automne. Il n'y a aucun problème. Montréal... S'il y a une deuxième vague, on ne souhaite pas qu'elle soit forte, mais mettons qu'elle est plus forte, la deuxième vague, est-ce que ça va être mieux organisé? Il n'y avait pas de capitaine à Montréal. Je résume, là, sans entrer dans les 6. Maisonneuve-Rosemont avait trop de malades de la COVID à un moment donné. Il voulait envoyer des patients au CHUM. Le CHUM a dit non. Il n'y a pas de capitaine en haut pour dire oui, vous faites ça. Bon. C'était désorganisé. Moi, je dirais que c'est plus en bas qu'il n'y avait pas de capitaine. Parce qu'à Québec, l'équipe du ministère forçait les hôpitaux à transférer des employés vers les CHSLD. C'était facile pour les CIS ou les CIUS qui avaient sous leur responsabilité des CHSLD. C'était moins facile de convaincre les CHU, les centres hospitaliers universitaires, qui n'ont pas de CHSLD, de prendre des infirmières, des préposés, puis les envoyer dans les CHSLD. Mais quand je dis qu'il y avait un problème en bas, c'est que suite à certaines réformes qui ont eu lieu dans les dernières années, plusieurs CHSLD n'avaient pas de directeur général ou de directrice générale. Le patron ou la patronne s'occupait de 3-4 établissements. Ça va changer, M. Legault? Ça va changer, c'est certain. Très bientôt. Comme avant l'automne? Très bientôt, avant l'automne. OK. Ouais. Vous souriez? Non, mais on va faire ça. Là. Écoutez, on est là-dedans. Absolument. 2 petites questions avant la pause, puis il faut faire une pause. La fermeture du Québec, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais seul, mais je croyais que c'était la chose à faire. Est-ce que, par ailleurs, avec le recul, de permettre les Walmart de ce monde d'ouvrir, c'est une chose, OK, on comprend. Mais en même temps, moi, sur ma rue commerçante, il y a un monsieur qui vend des jouets pour enfants. Lui, il est en train de mourir. Je comprends. Avec le recul, est-ce qu'il n'aurait pas fallu y aller peut-être moins à la hache? Facile à dire. Après, vous allez me dire, je savais. Non, mais même après ou avant... Regardez, vous avez un Walmart qui vend de la nourriture, mais qui vend d'autres choses aussi, là. Je n'étais pas pour mettre des policiers, moi, dans un Walmart pour s'assurer qu'ils vendent juste de la nourriture, là. Donc, il fallait que tous les Québécois aient accès au plus de nourriture possible, incluant dans les grandes surfaces qui vendent d'autres choses que de la nourriture. Donc, c'est facile d'arriver puis de dire, bien, pourquoi vous n'avez pas juste ouvert certains départements? Bien oui, comment on fait ça en pratique, là? Puis moi, je ne voulais pas non plus limiter les Québécois encore plus que ce qu'ils voyaient, là. Et pour l'automne, il n'y aura plus de fermeture. Même si les cas augmentent, on ne sera plus devant une fermeture à cette échelle-là pour le Québec. Bien, c'est ce que dit le docteur Arruda. Je pense qu'il y a des mesures alternatives qu'on a mises en place. Là, les gens
on le voit là, se tiennent plus à 2 mètres, portent des masques quand ils ne sont pas capables d'être à 2 mètres. Donc ça, rappelons-nous, au mois de mars, là, il n'y a personne qui avait ça en tête, là, de rester à 2 mètres puis de porter des masques. M. Legault, il faut faire une pause, mais pendant de parler de masques, pourquoi vous ne le rendez pas obligatoire? Là, c'est rendu que nos spécialistes là, nous le disent chaque jour. Pourquoi vous ne le rendez pas obligatoire? Bien, je reviens à un peu ce que je parlais tantôt par rapport au Walmart. Voulez-vous que j'engage des policiers pour aller jouer à la police pour s'assurer que tout le monde a un masque, puis que si la personne qui n'a pas d'argent pour s'acheter un masque, bien, elle reçoit une pénalité, parce que sinon, si on a une loi... Dans votre esprit... C'est c'est difficile d'application. Puis vous, c'est vous qui décidez là-dessus. Bien, écoutez, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 3 mois, c'est au Québec, dans les 60 États et provinces, où les gens ont le plus suivi les consignes. Donc, moi, je fais confiance aux Québécois. OK. Après la pause, on parlait d'éducation, de la rentrée. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on va avoir une vraie rentrée, entre autres, et de racisme également, tout de suite. Beaucoup de gens vous disent, M. Legault, que moi, je ne me considère pas du tout un être raciste. Mais ça se peut que, inconsciemment, il y a des préjugés enfouis. Il y a comme 2 groupes de pensée. Un groupe de pensée qui dit « ça s'appelle systémique », puis l'autre qui dit « non, 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 ça s'appelle pas systémique ». Hey, je n'irai pas embarquer dans une chicane, on va diviser les Québécois au moment où il faut les rassembler pour tous ensemble dire c'est tolérance zéro. Monsieur Legault, les parents se demandent est-ce qu'il y aura une vraie rentrée? Là, on a aujourd'hui délié un peu, donné de l'espace, une marge de manœuvre aux enfants dans les écoles. Est-ce que dans votre esprit, et c'est ce que vous souhaitez, une vraie rentrée physique pour tout le monde? Absolument. Écoutez, moi, j'ai été 3 ans à l'éducation. Pour moi, là, c'est une priorité personnelle, aider, entre autres, le 20-25 d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Ça n'a pas de bon sens qu'ils ne soient pas allés à l'école, dans certains cas, ceux de Montréal, pendant 6 mois. C'est pour ça que j'ai pris le risque d'ouvrir en région, mais je n'avais pas l'accord du Dr Arruda pour la santé publique pour ouvrir les écoles primaires à Montréal avant le mois de juin. Vous auriez pu... J'aurais pu les ouvrir au mois de juin, mais à ouvrir pour 2-3 semaines, avec tout ce que ça impliquait, je pense que ça n'aurait pas valu la peine. Par contre, ce qu'on a essayé de proposer aux syndicats, c'est d'avoir des camps pédagogiques cet été pour les 20-25 d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Ça n'a pas marché, ça. C'est difficile. Bon, qu'est-ce qui arrive avec votre ministre puis le milieu de l'Éducation? Notre collègue Martine Biron a fait un texte ce matin en disant qu'il y a un remaniement dans votre tête qui se promène et que lui, il serait peut-être un des premiers à être déplacé. Bien, c'est complètement faux, parce que Jean-François Roberge, là, est un excellent ministre de l'Éducation. Il a fait un très bon travail, là. Quand on a réouvert les écoles primaires en région, là, si ça avait mal marché, là, on l'aurait su. Hein. Ça s'est bien passé. On est en négociation avec les syndicats de l'éducation, comme avec la FIC aussi. Vous avez vu les publicités de la FAE. On a demandé aux enseignants cet été d'accepter de travailler dans des camps pédagogiques. Ils n'ont pas aimé ça. Puis on est en négociation. On veut augmenter de façon importante les salaires des préposés aux bénéficiaires. On veut donner une meilleure augmentation aux enseignants. Mais là, il y a des syndicats qui voudraient plus. Mais, donc, vous attribuez son passage difficile aux négociations dans le secteur public, moi, essentiellement. Essentiellement. Il y a votre confiance pour la prochaine année, largement. Totalement, largement. Puis je vais vous dire, Jean-François aussi aurait aimé être capable d'ouvrir les écoles avant. Puis là, j'étais content aujourd'hui, le Dr Arruda a annoncé que pour les enfants de moins de 16 ans, on va pouvoir être à 1 mètre ou 1,5 mètre. Donc, en pratique, là, tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires vont retourner à l'école le 1er septembre. Dans une autre vie, avant un débat, avant votre élection, vous m'aviez dit maternelle 4 ans, c'est ma priorité, puis je serais même prêt à renoncer à mon siège si j'arrive pas à le faire. Bon, la vie a donné d'autres sujets de préoccupation depuis, mettons. Mais est-ce que vous y allez selon le plan initial, maternelle 4 ans, ou bien vous allez revoir ça? Oh non, il va avec le plan initial. Parce que actuellement, je reviens aux 20 d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est prouvé qu'on commence à mieux s'occuper d'eux autres dès l'âge de 4 ans, entre autres dans des maternelles, avec des orthophonistes, des orthopédagogues. On multiplie leurs chances de réussite. Donc, on n'a pas le droit, là. Okay. Lionel Carman travaille sur agir tôt,
donc évaluer puis donner des services même avant 4 ans. Ensuite, la maternelle 4 ans, puis ensuite un suivi avec beaucoup plus d'orthophonistes, d'orthopédagogues. Racisme. Oui. Bon, là, je ne vous reposerai pas sur le mot systémique. Là. Ouais, on tourne en rond. Mais beaucoup de gens vous disent, il y en a. T'sais. Et beaucoup de gens vous disent, M. Legault, que moi, je ne me considère pas du tout un être raciste, zéro. Mais ça se peut que, inconsciemment, il y a des préjugés enfouis. Tu sais, c'est ça, là, qui est insidieux avec le racisme. C'est pas, c'est pas le Ku Klux Klan, là, puis les gros méchants. Ça, vous êtes d'accord avec ça dans les institutions? Oui, je suis d'accord pour dire que il y a du racisme au Québec, puis dans certains cas, c'est dans l'inconscient. Mais il faut être prudent de ne pas porter un jugement sur l'ensemble des Québécois. La majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais on a un problème de racisme au Québec. Puis, il y a comme 2 groupes de pensée. Un groupe de pensée qui dit « ça s'appelle systémique », puis l'autre qui dit « non, 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 ça ne s'appelle pas systémique ». Hey, je n'irai pas embarquer dans une chicane, on va diviser les Québécois au moment où il faut les rassembler pour tous ensemble dire c'est tolérance zéro. Vous ne minimisez pas le problème en disant que c'est pas systémique. C'est ça que les gens arguent. Ça dépend de la définition de systémique. Si je prends la définition de systémique de dire il y a un système au Québec, il y a un système chez les policiers, dans la fonction publique, il y a un système contre les minorités visibles. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des personnes racistes chez les policiers, chez les employeurs. Vous leur donnez combien de temps pour accoucher de quoi à ce comité? OK. Bien, ils ont 3 mois, en fait, d'ici l'automne, pour arriver avec des actions. Puis moi, je veux que ces actions-là commencent à être prises avant Noël. Donc, moi, je pense qu'on n'est plus à l'époque là, de faire des commissions qui vont durer pendant des années. On est à l'étape d'agir, de poser des gestes pour plus qu'il y ait de racisme au Québec. Très bien. Quand le comité de suivi des recommandations du rapport Charbonneau, la commission Charbonneau vous a dit, là, vous allez trop vite avec votre projet de loi 61, votre chien est à mort un peu. Là. Quand, c'est devenu... C'est radioactif, là, quand on dit commission Charbonneau, corruption, collusion au Québec. Vous avez su à ce moment-là que vous étiez fini, j'imagine, pour le projet de loi? C'est pas fini, c'est partie remise. Parce que, bon, il faut expliquer d'abord qu'avant même la pandémie, on est en train de préparer un projet de loi, OK? Parce que les ministres, là, surtout Transport, Éducation, Santé, viennent me voir à chaque semaine me dire « François, on n'y arrive pas à livrer. Il y a à peu près rien qui va se passer d'ici la fin du mandat parce qu'il faut qu'il y ait un processus d'expropriation, un processus d'évaluation environnementale, un processus de vérification des soumissions, minimum 4 à 7 ans pour faire un projet. Bien là, il doit avoir un moyen... Comment ça se fait que le REM, M. le Premier ministre, ça marche à Montréal? Bien, ils ont utilisé une méthode spéciale. C'est là que les libéraux sont incohérents. C'est qu'ils ont permis pour le REM de faire exactement ce qu'on propose pour le projet de loi 61. Faciliter les expropriations. Faciliter les expropriations, accélérer les évaluations environnementales. Donc, les libéraux ont fait pour le REM exactement ce qu'on demande pour la ligne bleue, pour les maisons des aînés, pour les écoles. Donc, ça vous a pas refroidi. Vous revenez avec ça à l'automne. Je reviens, là, mais on va l'expliquer à la population que notre objectif, c'est pas de recommencer à faire de la corruption comme les libéraux, là, quand même. Monsieur Legault, ça, on parle de béton puis d'école, puis bravo, là, c'est correct, ça prend ça aussi. Mais est-ce que la crise ne vous a pas, sur votre radar, fait allumer un point en disant qu'il faut investir plus dans les technologies vertes, dans les technologies... C'est ça, la nouvelle économie de l'environnement, là, de déployer des milliards aussi ailleurs. Là. Oui. La clé au Québec, là, pour l'environnement, c'est l'électrification des transports. Parce qu'on a beaucoup d'électricité, mais on ne produit pas de pétrole, puis on n'a pas l'intention d'en produire. Donc, il y a à Montréal la ligne bleue, il y a le tramway dans l'Est. À Longueuil, il y a 2 projets de tramway. Il y a un projet de tramway à Laval. Il y en a un autre à Gatineau. C'est ces projets-là que je vais avancer rapidement pour l'environnement. Puis le 100... Ils étaient tous dans le projet de loi 61. Sans le projet de loi 61, vous êtes de même. Ah, j'en ai. Quand votre ministre a dit « oubliez la ligne bleue à Montréal », c'est sérieux? Honnêtement, absolument. Est-ce qu'on oublie la ligne bleue? Ben non, mais s'il n'y a pas de projet de loi 61, là... OK. Allez voir allez voir les personnes qui connaissent ça, ils vont vous dire
On en a pour 4 ans avec les expropriations pour la ligne bleue, selon les processus actuels. Donc, vous l'avez mal expliqué Donc, à l'opposition. 4 ans avant de commencer à construire le prolongement de la ligne bleue. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, c'est pas ça que je veux. Mais vous l'avez mal expliqué, parce que tous les groupes qui sont sortis... Ben, écoutez, l'opposition s'oppose, et puis les Non, gens... mais les groupes, les barreaux, les groupes. Ben, écoutez, il La nous, société restait, civile... il nous restait quelques semaines OK, de session. parfait. On va se reprendre à l'automne, OK. on va mieux l'expliquer. Monsieur Legault, qu'est-ce que cette crise-là vous a appris sur le rôle du premier ministre au Québec et ses pouvoirs? Ben, on a beau être bien entouré, d'avoir des ministres, d'avoir une équipe, il reste qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, et puis on était un peu seul. Puis j'étais chanceux d'avoir mon épouse pour me supporter, parce que 7 jours par semaine à prendre des décisions pendant la crise, là, ça devient lourd. Mais ça fait partie de la job. Vous étiez seul, vous sentiez seul. Bien, à certains moments, oui. Quand j'ai décidé de réouvrir les écoles, là, puis j'avais à peu près tout le monde, et dans l'opposition sur mon bord, qui me disait « Hey, les enfants, on ne peut pas réouvrir les écoles en région », je me sentais un petit peu seul. M. Legault, on va se reparler. Bon été. Vous allez prendre quelques jours, vous allez voyager au tennis Québec. avec mes gars, et je vais essayer d'aller en Estrie puis à Charlevoix passer quelques jours de vacances avec mon épouse. Vous avez dit à M. Bérubé que vous iriez le voir aussi. Je vais essayer d'aller au Bas-Saint-Laurent voir Pascal. Merci, M. Legault. Merci, M. Roy. Au revoir. À la Merci. prochaine.